Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Traditionnellement, maman s'occupe des enfants et papa travaille. Et si l'on repensait la parentalité et le rapport au travail? Et si l'on faisait des choix à l'aune de ce que l'on désire? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Adriansen, autrice de plus de 70 ouvrages de littérature jeunesse et générale, traduits en différentes langues et lauréat de nombreux prix littéraires. Elle vient de publier son premier essai, Qui s'occupe des enfants? Repenser la parentalité traditionnelle, paru aux éditions Les Pérégrines. À la naissance de leur deuxième enfant, Sophie Adriansen et son mari ont fait un choix. Elle continuerait à travailler, il deviendrait père au foyer. Ils trouvaient cette décision logique et confortable. La société leur a répondu qu'elle était radicale. Questionnant habilement la répartition genrée des rôles, les congés parentaux, le rapport au travail, la culpabilité maternelle, l'argent, le mode de garde ou encore la charge mentale, l'autrice ouvre des pistes de réflexion enrichissantes et nous invite avec bienveillance à nous interroger sur les multiples manières de faire famille. Bonjour Sophie, je suis vraiment ravie de te retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie, moi aussi je suis ravie d'être là. Alors pour nos auditeurs, on avait eu l'occasion d'échanger ensemble il y a un certain temps maintenant sur justement comment s'affranchir du regard des autres, qui était très intéressant. Et aujourd'hui, on va parler des rôles parentaux. Donc je suis vraiment ravie de te retrouver. Puis en plus, ouais, ça me fait plaisir. Tu vois, je me dis, tiens, 2 ans après, tu vois, on se retrouve. Donc c'est top, vraiment. Alors pour débuter, ton nouvel ouvrage qui s'intitule Qui s'occupe des enfants? Repenser la parentalité traditionnelle, paru chez Les Pérégrines. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir écrire cet essai? En fait, c'est mon premier essai parce que tu l'as dit, nous on s'est déjà rencontrés autour de mes romans ou d'une biographie, donc j'ai plus l'habitude de la fiction. Et même, j'allais dire, j'ai plus l'habitude de me cacher derrière des personnages, même si je peux m'inspirer des choses que je vis ou que je traverse. Et là, en fait, le point de départ, c'était mon expérience personnelle et la nouvelle organisation qu'on a mise en place au sein de notre foyer. C'est-à-dire que moi, je suis maman de 2 enfants, 2 garçons qui ont 4 et 7 ans. Et peu après la naissance du deuxième, nous avons décidé avec mon conjoint qui travaillait et moi-même qui travaillais que je serais la seule à travailler et à subvenir aux besoins du foyer, tandis que lui deviendrait père au foyer. Donc ça fait à peu près 4 ans qu'on est dans cette configuration. Et eh bien, alors que je pensais que la théorie serait aussi évidente, la pratique plutôt serait aussi évidente que la théorie, ça n'a pas été le cas. Et c'est ça, en fait, cette différence entre la réalité et ce que j'imaginais qui m'a poussée à écrire, alors en partant de cette expérience, pour ouvrir à l'ensemble des rôles parentaux, pour voir comment ils étaient effectués, ce qu'il y avait comme piste d'évolution possible, d'où viennent les schémas qu'on continue à entretenir, etc. L'idée, c'était vraiment d'ouvrir le champ sur chacune des tâches qui constituent finalement le rôle parental. Et justement, comment en êtes-vous arrivé à vouloir inverser la répartition des tâches au sein de votre couple? Alors, ça a procédé principalement d'une réflexion autour du travail, mais aussi autour de la santé mentale, en l'occurrence la mienne. Parce qu'après la naissance de mon premier enfant, moi, j'ai fait une dépression du postpartum longue qui n'a pas été diagnostiquée, enfin que j'ai moi diagnostiquée assez tardivement. Et je sais que dans les éléments qui sont nécessaires à ma bonne santé mentale, il y a le travail. Il se trouve que depuis une douzaine d'années, mon travail est uniquement artistique puisque je suis écrivaine à temps plein. Et après la naissance de mon deuxième enfant, on était déterminés, mon conjoint et moi, à tout faire pour que je ne connaisse pas une nouvelle dépression du postpartum, donc à être très attentif à tous les signaux relatifs à ma santé mentale.
Et donc, moi, je savais que j'allais toujours accorder une place importante au travail, qui fait partie des choses qui me tiennent droite et debout, j'allais dire. Ça, c'est pour mon côté. En parallèle, mon conjoint a aussi mené une réflexion sur le travail et sur son ambition professionnelle. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il avait atteint les objectifs qui s'étaient fixés en termes de création d'entreprise, de management d'entreprise aussi, et que à ce stade de sa vie, donc évidemment rien n'est figé, rien ne lui paraissait plus avoir de sens que d'être présent auprès de nos 2 jeunes enfants pour me laisser la possibilité aussi moi de vivre pleinement mon travail, et notamment j'ai commencé cette période il y a 4 ans en écrivant une bande dessinée sur ma dépression du postpartum que j'ai beaucoup défendue dans les médias parce qu'on avait envie de m'en entendre parler. Ça voulait dire concrètement partir de la maison, et il souhaitait aussi que je puisse partir sereinement sans que ça ne demande de la logistique vis-à-vis des enfants. Euh, donc, ce choix, il l'a fait par rapport à moi, mais il l'a fait aussi par rapport à nos enfants et par rapport à lui, en se rendant compte qu'il y avait un certain nombre de choses acquises pendant son parcours professionnel qu'il pouvait finalement mettre à profit au sein de notre cellule familiale et transmettre à nos enfants. Donc, voilà, ce sont 2 réflexions qui se sont rejointes et qui nous ont amenés à ce changement d'organisation qui nous a paru finalement assez logique. Et avez-vous ressenti de la culpabilité finalement de ne pas suivre, entre guillemets, la norme? Alors, pas de culpabilité par rapport au fait de se dire, on va, je sais pas, à contre-courant. C'est-à-dire qu'on ne se l'est même pas dit comme ça. On s'est dit, moi je choisis ce qui est le mieux pour moi, lui il choisit ce qui est le mieux pour lui. Il se trouve qu'on en parle et que tout ça nous paraît très compatible. Donc, pour nous, il n'y avait pas de raison de douter, de culpabiliser. Par contre, ce qui se passe depuis, c'est que la société, qui est très culpabilisante vis-à-vis des mères, l'est encore plus vis-à-vis des mères qui font le choix de ne rien sacrifier de leur travail ou de leur carrière. Donc, malgré cette décision qu'on a prise et malgré le fait que je sais que j'ai le soutien plein et entier de mon conjoint, eh bien, je culpabilise très régulièrement. Enfin, je pense que c'est à peu près quotidiennement, aussi bien si je suis en déplacement et que je suis traversée par la question de est-ce que je suis vraiment mieux à ma place ici plutôt que auprès de mes enfants, aussi bien ça que quand je choisis de terminer un texte ou de relire un manuscrit, par exemple, plutôt que d'accompagner mes enfants à leurs activités extrascolaires. Donc la culpabilité, je pense qu'elle est vraiment livrée à la naissance avec la maternité, et qu'effectivement, quand en plus il y a le travail, c'est double dose, c'est exponentiel. Et c'est vrai que je rebondis juste par rapport à finalement ce qui vous a amené à en arriver là, c'est une bonne connaissance de soi. En fait, ça part vraiment de tu as de l'écoute en fait de soi. En fait, vous vous êtes aussi écouté. Et je crois que c'est vraiment ça qui ressort en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. On sait écouter chacun parce qu'on a l'un et l'autre fait un travail aussi conséquent ces dernières années sur nos aspirations, et on sait aussi écouter l'un l'autre sans jugement pour rendre tout ça compatible. Ça a l'air très évident, mais c'est aussi qu'on avait envie effectivement. Moi, je vais aussi très bien si je sais que mon mari va bien. Et il me semble que c'est réciproque. Donc, moi, je n'avais pas intérêt finalement à ce qu'il subisse la situation. J'avais envie qu'on trouve ce qui était le mieux pour l'un et pour l'autre. Et alors aussi, je veux dire que tout ça, c'est une matière vivante, fluctuante. La décision, on l'a prise, mais en permanence, on doit réajuster. Et ça veut dire que maintenant, il faut la vivre à l'épreuve du quotidien, et qu'on est dans une... Alors, aussi, nos points de vue vis-à-vis de cette situation, ils peuvent évoluer, et donc, on est obligé d'être dans un dialogue constant. C'est très agréable parce que moi, je trouve que ça solidifie, ça renforce notre couple, mais c'est pas un choix ou une décision qu'on prend une fois pour toutes en se disant, bah maintenant, voilà, c'est gravé dans le marbre. Non, il faut constamment se demander, est-ce que
Est-ce que ça me va? Est-ce que j'ai l'impression que ça lui va? Parlons-en et voyons ce qu'il peut y avoir à retoucher, à réajuster pour qu'on soit toujours dans la configuration qui nous convienne à l'un et à l'autre. C'est ça, ouais. Et justement, ce qui t'a inspiré à écrire cet essai, c'est finalement tu disais cette différence entre la théorie, entre guillemets, et la pratique. Et justement, quelles difficultés, dans les grandes lignes, bien sûr, mais avez-vous rencontré, en fait, dans cette mise en pratique, j'allais dire, de cette décision? Alors, il y a des difficultés à l'intérieur, c'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je peux avoir du mal à lâcher. Mais il y a aussi des choses, parce qu'on vient de décennies de culture patriarcale, il y a des choses que mon conjoint considère comme étant normales que je fasse, en dépit donc de ce choix d'inversion ou de rééquilibrage qu'on a fait. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, très concrètement, que même si je fais beaucoup moins de tâches domestiques qu'avant et que lui à la maison, j'assume encore une majeure partie de la charge mentale. Mmh. Toutes les questions d'anticipation, de préparation, même si je n'accompagne pas mon enfant à l'anniversaire d'un ami, en fait, j'ai pensé à envoyer le message pour répondre qu'il serait là. J'ai pensé, à acheter ou à faire acheter le cadeau, mais en tout cas, j'ai pensé et donc c'est dans Mmh. ma tête à moi que s'ajoutent, toutes finalement les petites lignes de cette liste absolument, infinie et ça, je pensais pas. Je pensais que la charge mentale allait être autrement, répartis avec cette nouvelle organisation. Donc ça, c'est pour ce qu'il peut y avoir comme chose auquel on ne s'attendait pas au sein du couple. Et puis vis-à-vis de l'extérieur, en fait, on a pas mal de réactions qui nous surprennent, aussi bien des réactions d'incompréhension que des commentaires ou des jugements qui sont pas forcément sollicités parce que nous, on fait pas étalage de. Voilà. Bah, c'est paradoxal, je viens de publier un bouquin qui raconte ça, mais au quotidien, dans notre cercle, enfin autour de nous, on fait pas, on ne brandit pas ça en étendard et surtout, on ne cherche à convaincre personne que cette solution est meilleure que d'autres. Hem Et puis, on se heurte aussi, par exemple, aux réticences au changement, plus larges de la société. Je vais te donner un seul exemple. Là, on est à la rentrée qui est la période où on remplit les fiches de renseignements, sur les enfants et ça fait 4 ans que je m'inscris en parent 2 sur les fiches de mes enfants et que mon conjoint est en parent 1 et en fait, très régulièrement, depuis 4 ans, quand il y a un problème et qu'il faut venir chercher, un enfant qui a de la fièvre, par exemple, c'est moi qu'on contacte d'abord, alors que je suis parent 2, même si je suis à l'autre bout de la France et dans l'impossibilité d'agir, voire d'écouter le message avant plusieurs heures, parce que je suis la maman et que dans le schéma, classique qui déjà est forcément, hétérosexuel, hétéronormé, et ben, dans ce schéma-là et puis il n'est pas question qu'il y ait une quelconque, inversion, ne serait-ce que des parents 1 et parents 2 sur la fiche, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Et justement, cette nouvelle répartition, entre guillemets, nouvelle répartition, vous a-t-elle fait revoir votre rapport à l'argent? Parce que ça aussi, tu en parles dans ton ouvrage. Oui, j'en parle parce qu'à partir du moment où on parle, du rapport au travail et du rapport au temps, on peut pas, faire semblant de que l'argent n'a rien à voir avec tout ça et alors, effectivement, on a été obligés de mener une réflexion sur l'argent à partir du moment où on a décidé que j'allais être seule à en gagner. Pour l'ensemble, de la famille. Pour moi, je dois avouer que ça n'a pas été si simple parce que, j'ai fait le choix après un travail, salarié plutôt, lucratif dans le monde de la finance, de devenir écrivaine. Donc je suis passée par une grande précarité, enfin clairement une expiration des droits au chômage, et 2 ans, d'ASS, d'allocation spéciale de solidarité. Donc c'est-à-dire que j'étais, au niveau du RSA, mais je dis pas ça, pour avoir l'air de m'en plaindre. Je savais que c'était difficile et absolument pas certain que les livres me rapportent de l'argent et j'avais préparé cette transition. Mais quand effectivement les livres ont commencé à me rapporter de l'argent, j'avais un sentiment très particulier vis-à-vis de chaque euro gagné parce qu'il correspondait très précisément à 1 exemplaire ou 2 exemplaires parce que les auteurs gagnent un petit pourcentage sur le prix de vente de chaque livre. Mais donc ça correspondait à des livres, vendus, donc des livres achetés par des lecteurs, par des livres lus. J'avais l'impression en fait que chaque euro gagné, j'étais allée le chercher à Mmh. la force, du poignet et de la plume et cetera et qu'ils étaient je voulais vraiment qu'ils soient à moi. Il était pas question de les gaspiller ou de les partager. Alors
à côté de ça, quand j'ai rencontré mon conjoint, j'étais toujours dans une situation assez difficile, assez juste financièrement. Je ne veux pas dire précaire parce qu'en fait, je suis toujours dans une situation précaire et ça fait partie du métier d'écrivain. Mais donc, il y a eu un moment où mon conjoint gagnait plus que moi. Et dans les couples hétérosexuels, c'est dans 3 couples sur 4 l'homme qui gagne plus que la femme. Et en fait, je trouvais pas ça gênant qu'il contribue davantage aux ressources du foyer. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je dois être logique. Et maintenant, je n'ai plus du tout de problème à me dire que l'argent que je le gagne pour nous 4, concrètement, en faisant aussi un virement à mon mari chaque mois parce que c'est lui qui fait davantage les courses. Et puis, j'accepte aussi le fait que je gagnerais probablement moins d'argent si mon mari ne s'occupait pas autant de la maison et des enfants. C'est-à-dire que je gagnerais moins d'argent si j'avais moins de temps pour écrire. Donc finalement, je lui suis redevable de cette disponibilité d'esprit et en temps matériel qui me permet de gagner l'argent que je gagne. Donc je suis maintenant dans une logique vraiment de collective par rapport à cet argent-là. Ouais, ça t'a fait effectivement évoluer vraiment sur ouais, cette notion, c'est mal dit, mais au départ, tu gagnes l'argent effectivement pour toi, et là, en fait, tu gagnes l'argent pour, tu fais de l'argent, j'allais dire, même pour la maisonnée, quoi. Donc, ouais, c'est très intéressant de voir effectivement le cheminement. Et puis, ça me parle beaucoup quand tu dis, là, quelque part, quand tu es écrivaine, c'est vraiment ta création, en fait, qui te rapporte de l'argent. Je trouve que c'est encore totalement différent que quand tu vois, je dis pas que c'est pas notre argent quand on est salarié, etc. Mais je trouve que quand c'est ta propre création, c'est différent, en fait. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est différent. Oui, oui. Moi, j'ai constaté que mon rapport à l'argent connaissait une première modification, effectivement, quand Mhm. j'ai quitté le salariat. Alors, j'avais pourtant l'impression que c'était bien moi qui gagnais mon salaire, mais en fait, Bien sûr, ouais. mon salaire était acquis. Enfin, il était fixé par mon contrat de travail et Ouais. quoi qu'il se passe dans le mois, je savais que j'allais toucher exactement la même somme, ce qui est le parfait contraire de ma situation actuelle. Et, euh, et oui, je ne pensais pas pouvoir être capable de partager l'argent gagné avec mes créations. Et finalement, si. Ouais. Et justement, tu en as un petit peu parlé, mais comment a évolué finalement votre gestion du temps à travers cette nouvelle répartition? Parce qu'il y a quand même toute je pense, une manière d'organiser ces journées, etc., qui doivent être quand même différentes. Alors, même si on l'a évoqué, la culpabilité est toujours présente, j'ai beaucoup moins de difficultés qu'avant à dire là, je ne peux pas faire cette balade avec vous parce que je dois ou je souhaite travailler sur tel projet. C'est-à-dire que maintenant, cette configuration aussi m'autorise à prendre le temps qui est nécessaire, alors qu'avant, j'avais l'impression que mes projets étaient constamment la variable d'ajustement que c'était mon affaire, quoi. Et maintenant, je partage plus par rapport à ça. Donc voilà, j'explique quel est le projet qui m'occupe, quelle est l'échéance et pourquoi, en fait, je ne vais pas pouvoir participer à telle chose. Et puis du coup, ce à quoi je participe, j'essaie d'être pleinement là parce que je me suis rendu compte aussi que être là physiquement en pensant à ce que je pourrais être en train de terminer à l'ordinateur, c'est absolument perdant sur les deux tableaux. Donc voilà, dans ce qui a changé, c'est ça. C'est finalement une nouvelle répartition avec beaucoup plus de transparence et moins d'hésitation à dire là maintenant, en fait, je vais travailler et tout le monde l'accepte. Ouais, c'est ça, il y a vraiment une notion de prioriser finalement aussi, ouais, qui est rentrée dans cette organisation. Et de cause à effet, y a-t-il finalement une envie, entre guillemets une envie, mais de proposer à vos enfants un autre modèle que celui quelque part imposé par la société? Si on ne le questionne pas, bien sûr, parce que tu vois, il y a le modèle et il y a donc parfois on est quand même conditionné à suivre un certain modèle sans même s'en rendre compte. Et parfois, en fait, c'est en le questionnant qu'on se dit, bah tiens, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas? Donc, est-ce qu'il y a quelque part à travers ce modèle de répartition des tâches, mais là je le verrais d'une manière plus large, une volonté finalement d'inspirer aussi vos enfants à adopter à l'avenir finalement des normes entre guillemets, mais qui leur conviennent à eux. Alors, c'est pas forcément aussi conscient que Mm. ça, mais on sait que bah, les enfants, ils grandissent avec le modèle parental qu'ils ont
sous les yeux. Et moi, par exemple, le mien, c'était une mère sacrificielle qui est devenue mère au foyer à la naissance de ses enfants, et un père désimpliqué de l'éducation des enfants. Et je savais que c'était pas un modèle qui m'intéressait de reproduire. Ce qu'on montre à nos enfants, c'est effectivement qu'on dialogue, que le rapport au travail est particulier, que c'est papa qui fait à manger. Je me dis, moi qui suis féministe, que avec ce modèle-là sous les yeux, nos garçons vont avoir un champ des possibles plus vaste que d'autres garçons. Et ça me réjouit, parce que je me dis qu'ils vont pouvoir, j'espère, choisir en fait leur modèle, en se disant qu'il y a un peu moins d'injonctions de par le schéma dans lequel ils grandissent, que s'ils étaient dans un modèle plus classique. Donc j'espère effectivement que ce que nous on met en place, ça va leur permettre plus facilement de s'affranchir des contraintes, notamment des contraintes de genre. Mais je t'avoue que ça, c'est le deuxième c'est effet qui se coule. C'est pas notre objectif premier, Bien sûr. mais je me rends bien compte que ça rejaillira sur nos enfants, et la façon dont je pense que ça peut rejaillir me plaît, me convient et me conforte, ou nous conforte dans l'idée que on a raison de faire ce qui est bon pour nous, parce qu'il se peut que ce soit bon aussi pour eux. Et c'est ça, parce que je me dis, et tu as totalement raison, en soi, je dis pas qu'il y a forcément une intention derrière, mais c'est vrai que souvent, moi, enfin, de toute façon, les enfants, d'abord, on est par imitation, c'est comme ça. Puis après, tout doucement, on remet le schéma familial, on se dit, mais finalement, en fait, pourquoi je fais ça? Enfin, en fait, sur rien, c'est un petit peu ça. Et le schéma dans lequel tu as vécu, enfin, petite, ben, j'ai vécu le même genre, tu vois, même si ma mère était pas mère au foyer, mais c'était le même genre. Et en fait, je trouve ça intéressant, justement, de proposer autre chose. Et surtout, tu vois, là où je rebondis vraiment, c'est cette notion d'écoute et de respect mutuel, finalement, de ce de vos aspirations, en fait, à tous les deux. Et je pense que c'est ça, finalement, aussi qui inspirera vos enfants, parce que le fait de voir ça dans le couple, je trouve ça hyper inspirant, en fait. Même s'ils ne s'en rendent pas compte là, mais en fait, tu baignes quand même dans quelque chose, dans une communication et dans une écoute et dans une connaissance de soi aussi, tu vois. Et donc, du coup, de re-questionner, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas? Tu vois, je trouve ça hyper intéressant, en fait. Et pour clôturer notre échange, quel serait ton mot de la fin? Ben, en fait, ce que j'ai voulu faire avec ce livre, et ce pourquoi j'espère qu'il sera un support, c'est inviter à questionner la parentalité. Alors traditionnelle, puisque par définition, si on est déjà dans un autre schéma, on s'est déjà affranchi d'un certain nombre d'injonctions et de cadres, de carcans. Mais voilà, inviter à se demander si on fait ce qu'on fait parce qu'on le souhaite, ou si on fait ce qu'on fait parce que on a des injonctions qui nous poussent à le faire, aussi bien pour le premier parent que pour le deuxième parent. Enfin, je veux dire, pour chacun en tant qu'individu, si on est des parents, si on est deux parents, que au niveau global du couple parental par rapport à la cellule familiale. Voilà, simplement questionner, parler, chercher à mieux se connaître, parce que je pense qu'on a vraiment à y gagner, et que c'est comme ça que la cellule familiale peut vraiment fonctionner au mieux. Et c'est vrai que ton livre, donc je rappelle, c'est Qui s'occupe des enfants, repenser la parentalité traditionnelle, paru chez Les Pérégrines. Et il y aura le lien de toute façon sous ce podcast. Et c'est vrai que tu l'as vraiment, j'allais dire, étayé en fait. C'est vraiment, c'est ça ce qu'il y a d'intéressant. Il y a ton parcours, ce que tu vis, ton vécu, et tu l'as nourri en fait de contenu en fait pour vraiment inviter le lecteur à se poser des questions, mais enfin j'allais dire à revenir à lui finalement et se dire et moi là-dedans en fait j'en suis où? Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que on vit dans une société, on a tendance à être dans les injonctions. Et là, justement, ton livre, c'est pas forcément d'adopter ton modèle, mais c'est de se dire, vous en êtes où par rapport au modèle que nous propose la société
Et vous, en fait, vous en êtes où? Du coup, je trouve ça hyper intéressant et du coup, j'encourage en tout cas les parents ou futurs parents et pas que d'ailleurs, de le lire parce que c'est vraiment, je trouve, ça fait réfléchir. Et pourtant, tu vois, je suis pas mère et je trouve ça intéressant. Je me dis, tiens, c'est vrai, tu vois, il y a des choses, en fait, on se questionne parce qu'on est quand même, je trouve, parfois conditionné et on se rend pas forcément compte qu'on est guidé par ça, quoi. Pour moi, il y a rien de pire que de remplacer une injonction par une autre. Donc là, l'idée, c'était vraiment que moi, j'allais chercher un maximum de choses qui Mm. soient comme des propositions pour que Mm. chacun, oui, pioche ou, comme tu le dis, se questionne. Et dans l'absolu, même si on n'est pas concerné directement par la parentalité, on l'est en tant qu'enfant de ses parents. Complètement. Et ça permet aussi de se questionner sur son rapport au temps, au travail, à l'argent, enfin, à ce qu'on reproduit ou ce qu'on ne reproduit pas et est-ce que peut-être on n'est pas parents contre ou en fonction du modèle qu'on a reçu. Bref, Complètement. ça parle aussi du désir d'enfant, du non-désir d'enfant. Ouais. Donc toutes ces thématiques-là qui sont abordées, mais encore une fois, sans dire qu'il y a une solution meilleure que d'autres. Ouais, bien sûr. En tout cas, un très très grand merci, Sophie. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, comme la dernière fois. Donc, vraiment un grand merci. Merci à toi, Sophie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!